parlez d'un constat. Vous parlez d'un turnover important, c'est-à-dire un nombre de départs important de francs-maçons en franc-maçonnerie. Pourquoi? Pourquoi? Une des raisons, selon moi, c'est que l'Église chrétienne étant moins présente qu'elle a pu l'être au siècle dernier, il y a un besoin de spiritualité. L'humain ne peut pas vivre sans spiritualité. Et la franc-maçonnerie est une des voies qui, aujourd'hui, s'ouvre à ceux qui sont en recherche. Malheureusement, la communication de la maçonnerie n'est pas toujours très claire. Et il y a des préjugés qui existent. Pour certains, on entre en maçonnerie parce qu'on va y trouver du pouvoir, on va y trouver des gens puissants, on va trouver. Et puis, en fait, on ne trouve pas du tout ça. Certains ne savent pas du tout ce qu'ils vont y trouver. Et ils restent toute leur vie parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils ne cherchaient pas, mais ce dont ils avaient besoin. Mais beaucoup de gens viennent pour y chercher quelque chose et dès qu'ils ne trouvent pas, démissionnent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de démissions. De démissions, c'est de la déception en fait. Voilà. Donc, pour résumer, on est déçu parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on venait y chercher. À quoi sert une enquête? L'enquête sert à faire travailler, il faut vraiment le prendre un peu comme un rituel. Le rituel ne sert pas à ouvrir, le rituel sert à poser un égrégore, sert déjà à se poser soi-même. Eh bien, l'enquête, c'est la même logique. Ça sert à faire travailler l'enquêteur. Et l'enquêteur, en progressant, tout comme il va pouvoir progresser en occupant chacune des fonctions de l'atelier, jusqu'à devenir vénérable ou devenir couvreur, eh bien là, devenir enquêteur, ça fait partie des fonctions. Donc ça, c'est pour l'atelier. Et puis, faire rentrer un candidat sans faire une enquête en disant « écoutez, donnez votre chèque et puis on vous fournira un tablier ou allez acheter votre tablier, donnez votre chèque de capitation et rentrez chez nous », ça supprimerait en fait toute la porte. Et la porte, c'est précisément dans une voie initiatique ce qui fait la différence entre le monde profane et le monde sacré. Profane, profanum, c'est ce qui se trouve devant la porte. Et de mettre une porte, c'est ce qui se trouve entre l'extérieur et l'intérieur. Donc l'enquête, elle sert aussi à cela. Il y a une phrase qui dit « Le diable se cache souvent dans les détails ». Quels sont les détails qu'il ne faut absolument pas rater pour préparer une enquête? En fait, si le recrutement consistait en une forme de recrutement d'entreprise, je le disais tout à l'heure, il suffit de prendre un algorithme, l'algorithme fera très bien le travail, il va analyser tous les critères et on va vous dire de manière informatique, voilà, vous avez 88,7% de chances que ce candidat soit toujours présent au bout de 3 ans et devienne un bon grand maître dans 15 ans. Bon, ça, il n'y a pas besoin en fait de faire des enquêtes pour ça. L'informatique, je le disais, pourrait se charger de cette fonction. En revanche, le détail, je vais aller au-delà, c'est ce qu'on sent, c'est ce petit quelque chose. Je vais reprendre une phrase de Ralph Waldo Emerson, le philosophe américain, qui disait « Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Et ça, c'est très important. C'est comment on ressent l'autre. Et comment on ressent l'autre, c'est toujours par rapport à soi-même. C'est un petit peu cette logique du médecin chinois qui soignait son patient avant qu'il tombe malade et qui comparait les différents pouls du corps avec son patient. Eh bien, c'est la même chose. On sert soi-même de modèle, on est le fil à plomb et on va se retrouver confronté à quelqu'un qui va devenir notre frère. Et c'est notre propre fil à plomb qui va permettre de juger le fil à plomb de l'autre. Maintenant, qui est assez fort et qui est assez voyant pour dire il va devenir un bon et légitime maçon? Comment peut-on le savoir? Il n'y a que du feeling qui peut, c'est de la prévision, personne ne sait. Dans la chaîne qui va du parrain, celui qui a détecté un candidat, jusqu'à l'épreuve du bandeau, qui fait quoi? Qui doit faire quoi? Quelles sont les clés de ce process? Il n'y a pas forcément de réponse à cela. Parce qu'il existe aujourd'hui, et aujourd'hui au XXIe siècle, un processus de recrutement en maçonnerie qui est devenu différent de celui du XXe et du XIXe. Celui du XIXe, la maçonnerie était une maçonnerie où il y avait un parrain. La maçonnerie anglaise, il y a carrément un parrain. Il n'y a pas d'autre choix. La cooptation est très importante, et le parrainage du moins. En maçonnerie, aujourd'hui, combien de candidats arrivent par le site internet de l'obédience? Il suffit d'aller remplir. Donc on n'a pas de parrain. Ou le parrain, on le met juste avant l'épreuve du miroir parce qu'il faut en mettre un derrière le miroir. Donc le parrain n'existe pas forcément. Les enquêteurs,
Aujourd'hui, c'est pas toujours très simple dans les loges que nous avons de trouver 3 enquêteurs très compétents et puis d'être dans une loge aussi très initiatique. On est dans des loges parfois où le discours politique ou le discours social prend le dessus et aller trouver quelqu'un qui a cette faculté de comprendre la partie initiatique de la maçonnerie. On fait du recrutement en disant il est sympa, il a sa carte au parti comme nous, il vote comme nous, donc recrutons-le. Ce qui est un non-sens bien évidemment. Mais en maçonnerie, théoriquement, on devrait être connecté à de l'initiatique proprement dit. Et il faut aussi savoir que dans la maçonnerie anglaise, quand il y a un problème avec un jeune maçon, avec un apprenti, l'apprenti ne passe jamais entre les colonnes, c'est le parrain qui se présente et qui va justifier des erreurs de son filleul. Chez nous, on passe l'apprenti entre les colonnes, le parrain n'a donc pas la même importance. Donc le processus n'est pas le même et il n'y a pas vraiment de vérité en la matière. Il y a un pari. Vous dites que l'assiduité, c'est l'épine dorsale de la durabilité. Et la question qu'on peut se poser, c'est cette assiduité, est-ce qu'elle peut se détecter à l'avance ? Ça, c'est très très compliqué. C'est impossible. Le bien malin qui peut dire ce candidat va être extrêmement assidu. Dans beaucoup de rituels, il est demandé, monsieur, vous engagez-vous à une parfaite assiduité à raison de 2 tenues par mois. Et j'ai jamais vu un candidat dire, bon écoutez, je viendrai si le match de foot ne m'intéresse pas. Bien sûr que tout le monde jure mordicus qu'il sera présent, les 2 tenues, l'instruction, et qu'il sera un merveilleux frère. Mais si la curiosité t'a conduit ici, va-t'en, hein, c'est ce qui est écrit dans le cabinet. Là, ils viennent, ils jurent qu'ils vont être présents. Maintenant, pour certains, et là, ça revient à la première question de tout à l'heure, ça ne correspond pas à ce qu'ils voulaient y trouver, et à ce moment-là, ils viennent beaucoup moins jusqu'à ne plus venir du tout. Mais je dirais presque que c'est un beau cadeau qu'ils font aux loges, parce que quand ils viennent plus, petit à petit, ils se désolidarisent de la loge, et petit à petit, la loge ne garde que le bon grain. Voilà, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il faut dire et ne pas dire des 2 côtés ? Au moment de l'enquête, il n'y a pas forcément de règles, parce qu'il y a des candidats qui sont prêts à entendre certaines choses et d'autres pas. Il y a des recruteurs, qui font des enquêteurs, qui vont être capables de dire certaines choses qui vont être utiles et d'autres qui en disent trop. Maintenant, je pense que c'est important de faire preuve justement de discernement à chaque fois et vouloir faire une règle en disant ça on a le droit de le dire mais ça surtout pas. Ça, c'est absolument ridicule. Et vouloir automatiser, systématiser et mettre des règles et des normes, c'est le meilleur moyen de faire un atelier qui va s'écrouler en peu de temps. La maçonnerie, c'est fait d'humains, ça repose sur des humains, et si on n'a pas l'intelligence au pouvoir, à ce moment-là, remplaçons le vénérable par un algorithme, c'est Big Brother, et la maçonnerie devient électronique. Et à ce moment-là, moi je vais pouvoir donner ma démission, c'est moi qui vais partir, ça n'a plus aucun sens. Existe-t-il des techniques d'interview performantes ? Il existe des techniques d'interview et j'en parle dans ce livre, achetez-le. Mais non, il n'y a pas de techniques performantes. Il y a simplement des techniques qui sont destinées et qui sont meilleures pour certains êtres. Mais vous imaginez s'il faut répéter, si la maçonnerie était simplement de répéter des rituels maçonniques ou rituels de recrutement, rituels d'enquête, si ça fonctionnait de manière aussi simple. Mais je vous dis, on ferait faire le travail à un ordinateur. Donc il n'y a pas une technique particulière. Celle que je préconise, moi, c'est celle de l'humain. C'est-à-dire que je suis en face de vous, je vous écoute, je vous pose une question, et si je suis un bon maçon qui a fait son travail, qui est allé chercher la vérité au fond du puits, je suis en face de vous, si moi je me suis trouvé, je suis centré, je vais vous reconnaître parce que vous allez vibrer, et nos 2 vibrations vont être alignées. Si je sens ce potentiel, cette graine au fond de vous, j'ai envie que cette graine vienne à éclore et je vais avoir envie d'être le jardinier qui va vous aider. Et à ce moment-là, je suis un recruteur qui va vous accompagner et je sens que vous êtes la bonne graine. Maintenant, si je sens que c'est utile parce que vous êtes un prochain ministre ou un directeur de cabinet, je sens qu'en plus vous êtes ou peut-être un concessionnaire du coin et j'ai besoin de changer de voiture, on n'est plus dans de la maçonnerie, on est dans un club service, on fait du business et à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir avec la maçonnerie. Les 3 enquêteurs font un rapport.
pour l'atelier, puisque c'est eux qui voient le candidat. C'est pour vous, c'est quoi un rapport efficace? Un rapport efficace, ça c'est important, c'est déjà un rapport qui fait moins d'une page. Lorsqu'un rapport fait 2 à 3 pages, que vous en avez 3, ça fait 6 pages. Ça veut dire que avant de voter la seconde attache pour accueillir sous le bandeau, afin de voter la troisième attache, celle qui va conduire à l'initiation, donc ce candidat, on va assister à 40 minutes de lecture qui va être soporifique. Et au moment où l'auditoire va accueillir ce candidat, après 40 minutes de lecture, tout le monde est endormi, on n'a plus aucune acuité. Donc un bon rapport d'enquête, c'est un rapport bref. C'est-à-dire qu'il couvre l'essentiel, mais assez rapidement, il ouvre à des bonnes questions et va permettre de garder l'esprit ouvert, aiguisé pour aller chercher et aller sentir ce qui se passe chez ce candidat. Voilà le bon rapport. En fait, qui est initiable et qui ne l'est pas? Si j'ai la réponse à cela et si je suis capable d'écrire un livre en disant voilà, je vais vous donner son portrait robot, il y a bien longtemps que la maçonnerie serait faite de gens qui n'ont pas besoin de rentrer en maçonnerie parce qu'ils auraient déjà atteint la maîtrise et la perfection. Donc on vient pour y chercher la lumière, on ne demande pas à ce que les candidats le soient déjà. En revanche, ce que l'on demande, c'est l'intention. Donc, que doit faire l'enquêteur? C'est détecter la volonté pure. Et la volonté pure, ça se fait simplement, non pas en faisant un QCM, en disant, alors, donc, avez-vous lu L'Alchimiste? Avez-vous lu La Table d'Émeraude? Est-ce que ça, il n'y a pas besoin d'être enquêteur pour ça, faisons-le avec un ordinateur. Par contre, quand vous regardez dans les yeux le candidat, et que vous sondez son cœur, vous laissez des silences, vous l'écoutez, et vous le laissez parler, et vous le faites accoucher de son désir de rentrer, sa vraie volonté, et que vous sentez, parce que vous-même vous êtes connecté à vos 20 ans de travaux ou de travail maçonnique, résultant de vos travaux évidemment, eh bien à ce moment-là, vous êtes capable de détecter si l'autre devant est sincère. Et en fait, à partir du moment où on fait entrer, on va voter la troisième attache pour quelqu'un qui est déjà dans la sincérité, et c'est ça, c'est la sincérité. À ce moment-là, eh bien, il fera son travail, il fera son chemin, et personne ne peut dire si ce sera un bon et légitimation. Et qui sommes-nous pour être capable de dire si l'autre est bon et légitimation? L'autre sera maçon parce qu'on le reconnaît, mais il fera ce qu'il peut comme nous faisons ce que nous pouvons. Franck Fouqueret, merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous sommes pressés d'aller voir, revoir et préconiser votre ouvrage. Merci.